Ah, Strasbourg, j'adore cette ville. Moi qui ne suis pas du tout alsacien, maintenant que j'habite par ici, j'ai appris à connaître la ville et la région et à les apprécier. Strasbourg a un style qui lui est propre et qui est le résultat de son histoire. Et ça tombe bien les amis, car aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec moi dans un beau et grand voyage à travers les époques dans Strasbourg. Car vous l'avez déjà certainement entendu dans vos cours d'histoire à l'école, mais la région a très souvent changé de nationalité, comme en 1871 ou en 1918 ou encore en 1940 et encore. C'est loin d'être tout, mais bon pour ça je vais avoir besoin de l'aide d'un spécialiste de la région. Téléphone... Ah! Allô, Clément ? Oui, Baptiste? Écoute, je suis actuellement en plein tournage sur la ville de Strasbourg et comme tu as une chaîne qui s'appelle Histoire Alsace, je me disais que tu pourrais peut-être m'accompagner sur ce tournage. Ça tombe bien, je suis là. Ah bah, le monde est bien fait. Et donc du coup Clément, les changements de nationalité de Strasbourg commencent en 1871 avec le traité de Francfort, c'est bien ça? Eh bien, pas vraiment en fait. Le premier changement de nationalité de la ville intervient en 1681, lorsqu'elle est devenue française. Ah, l'époque moderne. Bon, aujourd'hui les amis, vous avez compris, on va parler histoire de la ville de Strasbourg et surtout comment cette histoire s'est inscrite dans l'urbanisme strasbourgeois. Car le Strasbourg d'aujourd'hui est la somme de son histoire, un peu comme nous-mêmes, nous sommes le résultat de nos expériences et de notre histoire. T'as d'autres phases bateau comme ça? D'État. Et nous allons donc voir ensemble l'influence de la grande histoire sur la ville de Strasbourg et comment la mémoire s'affiche dans la ville. Avant de commencer, nous tenons à nous excuser car le sujet dont nous allons parler est tellement vaste que nous ne pourrons forcément pas parler de tout. Et de plus, il s'agit ici simplement du premier épisode d'une mini-série de 2. Restez bien à l'affût pour ne pas louper le deuxième épisode. Le sujet à lui seul mérite une série d'ouvrages entiers. Une ville est toujours en mouvement, toujours en constante évolution, même si elle semble en sommeil. En réalité, elle ne dort jamais. Attention les amis, préparez vos Kugelhopf et vos Spätzle. Ici c'est Baptiste. Et Clément. Et il est temps de parler histoire de Strasbourg et surtout comment cette histoire a fait de Strasbourg ce qu'elle est aujourd'hui. Générique. Alors Clément, on est ici, place Broglie, et je viens d'apprendre que ça se dit place Broglie alors que ça fait plus de 10 ans que je suis en Alsace et tout le temps j'ai dit place Broglie, mais c'était faux. Et donc à Strasbourg, en plein cœur de la ville, pourquoi sommes-nous ici? Pour te répondre, il faut remonter le temps. Nous sommes en 1681 et lorsque Louis XIV prend Strasbourg, celle-ci devient ville libre royale du Royaume de France. Cela signifie que la ville conserve ses institutions d'avant sa capitulation, mais au lieu de prêter serment à l'empereur germanique comme avant, elle prête désormais serment au roi de France. Strasbourg était un lieu de pouvoir dans le Saint-Empire romain germanique et elle le reste tandis qu'elle passe en France. Cette continuité du pouvoir, on la retrouve au cœur de la vieille ville ou sur les places qui se trouvent dans le voisinage immédiat de la cathédrale de Strasbourg, comme la place Gutenberg, où se trouvait le magistrat de Strasbourg, qu'on pourrait traduire comme gouvernement de Strasbourg depuis au moins le XVe siècle. Mais qui dit nouveau propriétaire dit malgré tout changement, non? Effectivement. À partir de ce moment-là, deux places prennent progressivement de l'importance, à commencer par la place Broglie, Et pas Broglie. exactement, sur laquelle on se trouve et qui était une des plus grandes places de Strasbourg, appelée jusqu'à présent place du Grand Marché aux Chevaux. Donc nous sommes en 1681 et une fois annexée au Royaume de France, la ville de Strasbourg devient la capitale de la nouvelle province d'Alsace. Ce nouveau statut va attirer bon nombre de fonctionnaires royaux et également la noblesse locale alsacienne et évidemment tout ce beau monde ne va pas se contenter de louer un petit logement de fonction. Non. Durant le XVIIIe siècle, tous ces nobles vont se construire des demeures qui en jettent, inspirées des courants architecturaux en vogue en France, notamment sur la place Broglie. Et l'exemple le plus représentatif et le plus spectaculaire de cette période se situe non pas sur la place Broglie, mais sur la place du Château. C'est le palais Rohan, construit entre 1732 et 1742, qui va devenir le lieu d'où s'exerce le pouvoir religieux et dans lequel va loger l'un des plus importants et plus influents seigneurs de son temps, Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise, prince-évêque de Strasbourg depuis 1704. Mais le palais Rohan, c'est loin d'être le seul bâtiment construit à cette époque et qui montre l'importance nouvelle de Strasbourg, si? Non, il y en a bien d'autres. Comme l'actuel évêché de Strasbourg, ancien hôtel du Grand Doyenné, achevé en 1733, un hôtel particulier du style Régence, c'est-à-dire une grande demeure urbaine luxueuse pour une riche famille située rue Brûlée. Toujours dans la même rue Brûlée et toujours dans le même style Régence,
On a également la maison Gast, l'hôtel Ratsamhausen, tous deux disparus, mais également l'hôtel de Hesse-Darmstadt, construit entre 1731 et 1738, l'hôtel des Deux Ponts, achevé en 1755, qui était la demeure du prêteur royal, c'est-à-dire le représentant du roi à Strasbourg, puis la demeure des gouverneurs militaires et évidemment le très impressionnant hôtel Klinglin, construit entre 1730 et 1736. Tiens, parlons-en de ton Saint-Glinglin là. Klinglin. C'est pareil. Parlons-en. Surtout de son commanditaire François-Joseph de Klinglin. Un personnage important qui a multiplié les postes dans l'administration royale en Alsace et à Strasbourg, qu'il a même dirigé plusieurs fois, étant nommé à la tête de la ville 5 fois entre 1719 et 1725, où il devient prêteur royal de Strasbourg, donc le représentant du roi, encore une fois, au sein du magistrat de Strasbourg que tu as évoqué tout à l'heure, rien que ça. Et c'était un vrai pourri. Pardon? Je t'explique. Son hôtel, il l'a fait construire en achetant un terrain communal à prix cassé. Il a utilisé les ouvriers et les matériaux payés par les fonds de la ville, et une fois achevé, il a revendu le palais à la ville de Strasbourg, tout en s'assurant que lui-même et sa famille puissent profiter des lieux. Sympa. Il a quand même fini par être arrêté en février 1752 et meurt en prison un an plus tard. Avant l'ouverture de son procès du coup. C'est ballot. Bon, pour en revenir à cet alignement de grandes demeures dans cette zone, elles ont en commun d'avoir leur entrée rue Brûlée, mais également une façade ouverte sur la place Breuil. Une place agrémentée en 1740 d'une promenade de tilleuls, sur l'initiative du maréchal de Breuil, d'où le nom actuel de la place. Et si cette place est déjà importante avec tous ses bâtiments et lieux de pouvoir qu'on a cités, c'est véritablement au XIXe siècle qu'elle va prendre une nouvelle dimension avec l'installation de la préfecture et de la mairie dans les logements de la noblesse devenus bien nationaux durant la Révolution française. La mairie s'installant dans l'hôtel de Hesse-Darmstadt et la préfecture dans ce fameux hôtel de Klinglin. La place devient donc le centre administratif de la ville au XVIIIe siècle et même culturel en 1821 avec l'inauguration du théâtre municipal à l'extrémité nord de la place. Sans oublier non plus le palais de justice situé non loin de là, dans la rue de la Nuée Bleue. Là-bas. Tous ces éléments font qu'à partir du XIXe siècle, la place Breuil devient le cœur de la ville et également, avec sa promenade et ses 3 rangées de tilleuls, le lieu de rencontre hebdomadaire de la société strasbourgeoise. Mais la place Breuil n'est de loin pas le seul endroit où se construisent des hôtels particuliers dans le style Régence, un style qu'on voit en France, surtout au début du XVIIIe siècle. On a déjà cité le Palais Rohan, commandité par l'évêque de Strasbourg, Armand Gaston de Rohan-Soubise, un monument fastueux qui respire ce style. On peut aussi citer l'hôtel du Bourg, construit de 1728 à 1732, ou l'hôtel de Marabaille, construit en 1742. Plus tard, en 1752, on acheva la construction de l'hôtel de Marmoutier. En 1762, l'hôtel de Hammer, et plus tard encore, en 1791, soit carrément pendant les premières années de la Révolution, l'hôtel Livio. Et en plus de tout ceci, on compte de nombreuses maisons bourgeoises, également construites à cette époque. Il est donc difficile de le nier, l'architecture du XVIIIe siècle français a imprimé sa marque de la vieille ville de Strasbourg. Mais pas vraiment du point de vue de l'organisation des rues, qui resta globalement la même jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et pourtant, ce ne sont pas les projets d'envergure qui manquent. Et en parlant de projets d'envergure, c'est maintenant qu'on peut se diriger vers une autre place, la place Kléber. Tu viens Clément ? J'ai hésité en partie. Il faut que tu y ailles. Voici la place Kléber, l'autre grand place de Strasbourg, et qui ne s'appelait pas vraiment ainsi à l'origine puisque le général dont elle tire le nom ne naît qu'en 1753. À l'époque, on l'a nommée place des Franciscains, et en tant que plus grande place de Strasbourg depuis la destruction du couvent des Franciscains entre 1532 et 1533, elle est également au centre d'un ambitieux projet urbain. En 1768, dans le but d'harmoniser et de faciliter la circulation dans la ville, le roi de France Louis XV lui-même approuve le plan de l'architecte Jean-François Blondel. Au cœur de ce plan, on y trouve la place Kléber, ici présente, qui devait être une place d'armes de prestige où la garnison pouvait manœuvrer et défiler. Au final, seule l'aubette qui est derrière nous est édifiée, seule trace visible de ce projet. Et toujours au cœur de ce plan se trouve également la place Gutenberg qui ne devait pas changer de fonction et rester l'épicentre du pouvoir, mais devait devenir plus fonctionnelle et plus monumentale avec la suppression du bâtiment municipal de la
Pfalz. Merci. De la Pfalz, ce qui fut fait d'ailleurs, et la construction d'un nouvel hôtel de ville. Mais l'architecte Blondel doit faire face à toutes sortes de freins, et surtout une opposition locale, qui ne le voit que comme un étranger puisqu'il vient de Paris. Un Parisien que l'on permet de toucher à Strasbourg en plus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on les aime bien les Parisiens ? Au final, de l'entièreté de ce projet de grande ampleur, il n'y a que le bâtiment de l'Aubette qui est construit. Puis, plus tard, au XIXe siècle, Charles-Louis Coulot, maire de Strasbourg de 1852 à 1864, imagine une grande percée de la vieille ville de part en part et il souhaite en profiter pour bâtir des logements ouvriers. Mais là encore, le projet ne voit pas le jour, le maire devant faire face à l'opposition de son propre conseil municipal, mais également de la préfecture du Bas-Rhin. Pourquoi ? Car Strasbourg est victime de sa position géographique sur la frontière est de la France. La ville possède le statut de forteresse et de garnison. Lors des 2 sièges successifs que la ville soutient contre les armées européennes coalisées en 1814 et en 1815, à la toute fin des guerres napoléoniennes, le système défensif de Strasbourg s'était révélé encore efficace et on pense qu'il va encore servir dans les années à venir. Du coup, le contour des fortifications de la ville ne bouge pas, ce qui interdit toute possibilité d'extension de la ville et ce qui entraîne une densification du bâti urbain et avec elle l'insalubrité de la ville. Si l'on regarde une carte de la ville de Strasbourg aujourd'hui, on peut encore bien voir le bâti ancien, comprimé, resserré sur lui-même, résultat d'une ville qui est forcée de se développer, enfermée dans ses murailles. En fin de compte, il a fallu attendre 1907 sous le mandat du maire Rudolf Schwander pour que le conseil municipal autorise la mise en chantier de ce qui était appelé la Grande Percée, pour voir un projet de modernisation urbaine voir le jour. Ce grand chantier, commencé en 1910, voit l'achèvement de sa première étape, celle qui va de l'église Saint-Pierre-le-Vieux à la rue de la Demi-Lune, jusqu'en 1918. Mais il faut dire aussi qu'entre-temps, le contexte géopolitique avait beaucoup changé. Mais pour ça, nous devons encore déménager sur nouvelle place. Tu viens Clément ? J'arrive. T'as pas beaucoup servi dans cette partie sur Kléber. Du tout. C'est pas grave, on t'aime quand même. On l'a rapidement évoqué suite à notre superbe introduction à cette vidéo, suite au traité de Francfort du 10 mai 1871 qui a vu la défaite de la France face à la Prusse, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont rattachés au nouvel empire allemand. Et donc Strasbourg, jusque-là simple préfecture du département du Bas-Rhin, se voit propulsée capitale, mesdames, messieurs, du Reichsland Elsass-Lothringen, rien que ça. Ça, c'est l'upgrade. Oui, mais il faut savoir qu'en 1871, la capitale fait peine à voir. Assiégée durant la guerre, de nombreux bâtiments symboliques de Strasbourg ne sont plus qu'un tas de ruines et des quartiers entiers de la ville ont été rasés. Les nouvelles autorités allemandes ont donc à cœur de faire de Strasbourg une ville digne de son rang, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on veut faire de Strasbourg une vitrine de l'Allemagne politique et culturelle vis-à-vis de la France, ce qui va occasionner un attachement des populations locales à l'Allemagne plutôt qu'à la France. Bref, on veut faire des Alsaciens de bons petits Allemands. Deuxièmement, Strasbourg doit également devenir une place forte militaire de premier plan. Et oui, Strasbourg, encore une place forte, quelle originalité me direz-vous. Mais après la cuisante défaite des Français, les autorités allemandes se doutent que, justement, les Français voudront un jour ou l'autre récupérer la région. D'où l'importance de la fortifier. Exactement. Enfin, sans oublier ce rôle militaire de Strasbourg et contrairement à l'état-major français avant 1870, les autorités allemandes souhaitent agrandir la ville car, en tant que capitale, elles le méritent bien. Bon, et cette fois tout le monde est d'accord, les militaires et l'État allemand veulent agrandir Strasbourg et en faire une capitale digne de ce nom. Sauf, mon cher Clément, que tu as oublié la capacité d'obstruction des Strasbourgeois eux-mêmes. À l'époque, la municipalité pro-française bloque systématiquement les décisions allant dans le sens des nouvelles autorités allemandes. Ce qui est logique en fait. Ah oui, et comment les Allemands ont réussi à les convaincre ? Oh bah, ils sont aidés par le destin, on va dire ça comme ça. En 1873, le maire de Strasbourg, Ernest Laut, est destitué et tout le conseil municipal dissous en 1874. On peut décemment dire qu'ils n'ont pas fait dans la finesse. Effectivement, et ce n'est pas fini car plutôt que de faire de nouvelles élections, les Allemands préfèrent carrément nommer à la place du maire et du conseil municipal un certain Otto Bach qui devient commissaire-maire de Strasbourg et qui du coup est favorable aux idées que les Allemands veulent appliquer à la ville. Et en 1875, ça y est, Strasbourg se voit agrandie, une première depuis le XVIIe siècle. Elle passe d'un coup de 203 hectares à 618 hectares, soit une augmentation de 166%.
Impressionnant. En 1880, la commission nommée par Otto Bach adopte le plan d'extension proposé par l'architecte allemand Geoffroy Conrad. Celui-ci ne prévoit aucune modification de la vieille ville et imaginez juxtaposer à cette dernière une nouvelle ville ou, en allemand, Neustadt. merci. L'architecte devait inclure dans son plan toute une liste de bâtiments officiels à construire, ainsi que le nouveau campus universitaire et la nouvelle gare. Ce plan prévoit également de doter la ville d'un ensemble de larges avenues, dont une voie traversant la ville de part en part, formée par les grandes avenues toujours existantes. L'avenue des Vosges, l'avenue d'Alsace et l'avenue de la Forêt-Noire, mais aussi d'un ensemble de boulevards dénommés Ring, dont tu as fait une superbe vidéo, soit dit en passant. Ring qui débute au sud-ouest, qui forme une boucle dans la nouvelle ville et qui s'achève sur les bords de l'île, au sud de la nouvelle université. C'est sur ces indications qu'est conçue une nouvelle place sur laquelle nous nous trouvons actuellement et qui rassemble les nouveaux pouvoirs présents dans le Reichsland Elsass-Lothringen, la Kaiserplatz, ou place impériale, ce que je préfère prononcer en français parce que je suis pas alsacien. Compris. Ou de son nom actuel, place de la République. La place est encadrée par plusieurs édifices de prestige, et qu'est-ce qu'on y trouve sur cette place, Clément? En premier lieu, le Kaiserpalast, aujourd'hui palais du Rhin construit entre 1883 et 1888, destiné à accueillir l'empereur allemand lors de ses passages à Strasbourg, et qui loge depuis 1920 la commission centrale pour la navigation du Rhin. En face du palais, on trouve deux bâtiments. Le Landtag, aujourd'hui Théâtre national de Strasbourg, inauguré en 1892 et qui accueillait le Parlement du Reichsland. À côté de lui, on trouve l'actuelle Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, inaugurée en 1895 et qui a toujours été une bibliothèque depuis son inauguration. Et enfin, fermant la place, nous avons deux autres bâtiments formant l'ensemble dévolu au ministère d'Alsace-Lorraine, qu'on peut également appeler gouvernement d'Alsace-Lorraine. Celui de gauche, et qui accueille aujourd'hui les services tant appréciés du Trésor public, fut achevé en 1902, et celui de droite, abritant les services non pas moins appréciables de la préfecture du département et de la région, est achevé en 1912. Le centre de gravité de la ville de Strasbourg se trouve désormais sur cet axe reliant le palais impérial et le nouveau campus universitaire dans un dialogue urbain entre pouvoir politique et pouvoir académique, représenté par le palais universitaire qui fait face au palais du Rhin. D'une architecture inspirée par la Renaissance italienne, le bâtiment est inauguré en grande pompe en 1884 et en un temps record. Il ne fallut que 6 ans pour construire le palais universitaire, mais aussi tous les 4 grands instituts qui composent l'essentiel du campus. La période allemande est donc une période faste en construction. Il y a eu de nombreux autres bâtiments publics qui sont construits, comme la gare, dont l'emplacement est d'ailleurs fixé dès 1873. Elle est mise en chantier en 1878 et inaugurée en 1883. Sans oublier le nouveau palais de justice, inauguré en 1898, et un an après lui, l'immense palais des postes, dont l'inspiration médiévale saute un peu aux yeux. Bref, vous l'aurez compris, on pourrait encore parler longtemps de cette Neustadt et des styles architecturaux des bâtiments qui la composent. Mais il ne faut pas croire que ce nouveau quartier s'urbanisa du jour au lendemain. Il a fallu de nombreuses années pour que l'entièreté de la surface à bâtir soit occupée par des constructions. Et le plan de départ fut même remanié plusieurs fois. Oh oui. Tenez, j'ai envie de vous illustrer rapidement cette progression. Clément, on change d'endroit. Préviens la prochaine fois. Non. Nous sommes ici, donc juste derrière nous, nous avons le quai Rouget de Lille. Derrière nous aussi, nous avons un alignement de villas et d'immeubles. Et voici maintenant une photographie de la même maison prise en 1906, à peu près à l'endroit où l'on se trouve. Vous voyez que ça n'a pas l'air si densément peuplé, et cette ville-là a l'air bien seule. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 2 pas de l'université de Strasbourg, et le plan d'urbanisme fut adopté 16 ans plus tôt. L'urbanisation de la Neustadt s'est étalée de 1880, date à laquelle le plan d'extension proposé fut adopté, à 1953, où la cité Rotterdam fut construite dans l'est de ce nouveau quartier. Soit plus de 70 ans plus tard. Et entre-temps, l'Alsace avait eu le temps de changer de propriétaire de nouveau, plusieurs fois même. Oh que oui! Entre le début de l'urbanisation de la Neustadt et l'inauguration de la cité Rotterdam, ont eu lieu de nombreux changements au niveau politique. Le premier, suite au traité de Versailles en 1919, traité de paix de la Première Guerre mondiale, où Strasbourg redevint officiellement française. La période entre les deux guerres mondiales est surtout marquée par la construction d'un grand nombre d'immeubles et de maisons d'habitation à loyer modéré, qui devait être la réponse à la crise du logement qui frappa Strasbourg en 1919. On peut parler de la cité Jean Dollfus et la cité Léon Bourgeois située dans l'angle sud-est de la Neustadt. La cité Jules Siegfried et la cité
Georges Riesler, située dans le quartier du Neudorf, ainsi que la cité Louis Loucher, située dans le quartier du Port du Rhin. Cette époque est également la grandeur des cités-jardins de Strasbourg. Ces quartiers sont différents, caractérisés par des ensembles de maisons individuelles avec jardins. Sont sortis du terre la cité des chasseurs à la Robertsau, la cité Ribot, qui prolonge celle du Stockfeld, la construction de près de 300 maisons au Hauberg, dans le quartier du Königshofen, Mathiswil, dans le quartier de la Méno, et la cité Ungemach au Wacken par exemple. Mais d'un autre côté, on remarque aussi que la période ne voit pas de réalisation de nouveaux quartiers à l'égal de celui de la Neustadt. Dans l'ensemble, la municipalité suit les projets entamés durant la période allemande avec l'urbanisation progressive de la Neustadt et la poursuite du chantier de la grande percée du centre historique de Strasbourg, dont le chantier a repris à partir de 1927 pour ne s'achever finalement qu'en 1960. Pourtant, la période ne manquait pas de projets. Et oui, puisqu'en 1922, une loi déclasse définitivement la ceinture fortifiée de Strasbourg, construite durant la période de l'Empire allemand. Mais elle les laisse inconstructibles. C'est ainsi qu'en 1932, le conseil municipal approuve le plan Laforgue qui devait déboucher sur un plan d'urbanisme de l'ouest de Strasbourg, englobant les quartiers de Cronenbourg, de Königshofen et préfigurant l'actuelle place de l'Étoile et la route du Rhin. Cependant, le projet n'aboutit pas et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la crise économique touche durement la France et cause des troubles qui menacent carrément la République en 1934. Avec les ligues d'extrême droite par exemple qui font des énormes manifestations. Donc on est moyen chaud pour sortir l'argent. De base. Deuxièmement, le maire de Strasbourg est alors Charles Huber. Huber, oui. Huber, ja. Pardon. Deuxièmement, le maire de Strasbourg est alors Charles Huber, un communiste autonomiste qui était forcément suspect du point de vue de Paris, ce qui a probablement ralenti les démarches administratives. Bah oui, les autonomistes étaient forcément soupçonnés par le gouvernement d'avoir comme projet de détacher l'Alsace et la Moselle de la France pour les faire redevenir allemands. Ce qui explique la réticence de Paris d'appuyer des projets urbains à Strasbourg. Troisièmement, l'arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne, qui met progressivement un coup de frein aux investissements en Alsace. Car le petit moustachu furieux souhaite reformer la Grande Allemagne, réunifier tous les Allemands dans un seul État, et l'Alsace et la Moselle font partie de ce plan, de cet espace vital au peuple allemand. C'est d'ailleurs ce qui arriva en 1940, on en a parlé tout à l'heure. La défaite de la France face à l'Allemagne nazie ouvre les portes de l'Alsace à cette dernière qui l'annexe et fait tomber sur elle la main d'acier du totalitarisme nazi. Le nouveau pouvoir veut lui aussi imprimer sa marque dans l'ensemble urbain de Strasbourg. Strasbourg, désormais allemande. Des plans pharaoniques sont même proposés, mais jamais appliqués, alors que Strasbourg finit la guerre sous les bombes alliées qui n'épargnent pas ses bâtiments. Strasbourg ressort de cette longue période urbaine qui a vu la succession des influences françaises et allemandes dans son tissu urbain et le triplement de sa surface en moins d'un siècle. Mais elle sort également marquée par les différents changements de nationalité. Et là, ce sont les monuments parsemant la ville qui en parlent le mieux. Mais bon, pour entamer ce nouveau chapitre, j'ai un peu soif. Pas toi, Clément ? Un peu, oui. Du coup, on va pas sortir parce qu'on est en bateau, mais dès qu'on débarque, on y va. Ça marche. Bon, Clément, on attaque seulement le chapitre 2, après un premier chapitre qui était quand même pas mal conséquent. Oui. Et on remarque très rapidement que Strasbourg ne manque pas de monuments, n'est-ce pas ? Oui, et si on commence à les énumérer tous, on en a pour 4 heures. Alors, je te propose qu'on se concentre sur des monuments représentatifs de la mémoire de Strasbourg. Bah, c'est parti. Revenons au XVIIIe siècle. On constate que si Strasbourg est riche d'un point de vue architectural, la ville est bien pauvre d'un point de vue des monuments. En fait, le seul à en avoir proposé la construction était l'architecte Blondel, dont on a déjà parlé, qui imaginait installer une statue du roi Louis XV au centre de la place royale qu'il prévoyait sur son plan de rectification des rues de Strasbourg. Et tout ça, par contre, ça change au XIXe siècle, mais ça commence doucement. Tout à fait. Ce n'est qu'en 1823 qu'apparaît une nouvelle statue à Strasbourg. Louis XIV inaugure le bal. Il a donc le privilège d'ouvrir la marche en occupant une place du massif occidental de la cathédrale. En 1840, on élève 2 nouvelles statues, celle de Gutenberg et celle du général Kléber, sur les places qui portent désormais leur nom. A noter que celle de Kléber, étant d'ailleurs au-dessus de la tombe du général Kléber, et enfin, en 1857,
C'est au tour de la statue du préfet Lezé-Marnésia sur l'initiative du département du Bas-Rhin. Et après ça, il faut attendre 1871 et le basculement de Strasbourg dans l'Empire allemand pour voir se multiplier les statues à Strasbourg. Oh oui, pire que des lapins. Les premières à faire leur apparition sont celles du palais universitaire, et pas qu'un peu, hein. On parle de 38 statues. Ah oui, quand même. Oui, statues qui ne représentent que des noms scientifiques, majoritairement des Allemands, évidemment, accompagnés par deux autres sur la façade du palais universitaire, qui représentent respectivement la ville de Strasbourg et l'Allemagne sous leur nom latin. Ensuite, on l'a dit en première partie de vidéo, il y a eu une multiplication des bâtiments officiels, accompagnés par leur lot de sculptures symboliques. Il en est une qui va symboliser la force de la dynastie des Hohenzollern à Strasbourg. Ah, la famille impériale qui dirigeait durant un temps l'Empire allemand, c'est ça? Et le royaume de Prusse entre les 18e et 20e siècles. Exactement, c'est tout à fait ça. En 1911 est inaugurée une statue équestre de l'empereur allemand Guillaume Ier, dos au palais impérial et faisant face à l'université. D'emblée, on peut parler d'une réaffirmation forte du pouvoir impérial à Strasbourg, d'autant plus que l'empereur Guillaume II lui-même ainsi que son chancelier viendront en personne pour l'inauguration. Pas mal, c'est très intéressant ce que tu nous dis là. Mais quand on parle de mémoire à Strasbourg, on pense surtout à autre chose, non? Tu as raison, mais avant de parler des deux guerres mondiales, car je sais que c'est à ça qu'ils pensent, il faut rappeler que Strasbourg a été assiégée en 1866. La ville a été bombardée, des quartiers entiers ont été rasés sous les coups de canon et de nombreuses victimes sont à déplorer. Ce siège, bien que d'une violence folle, est très discret dans la mémoire de la ville. Alors, on trouve malgré tout quelques monuments, dont les singuliers obus incrustés dans divers endroits de la ville. Mais le monument le plus significatif de cet épisode douloureux est édifié en 1874 en hommage aux victimes du siège. Étrangement, il se trouve à l'écart de la pompe impériale, et pour une raison bien simple. Il est construit dans l'ancien jardin botanique de Strasbourg qui avait alors servi de cimetière provisoire durant le siège de la ville. Et ce ne sera hélas pas le dernier monument que Strasbourg verra érigé en son sein pour pleurer ses enfants perdus. Et non, car nous arrivons maintenant aux deux guerres mondiales. Ça y est. En 1918, alors que les canons se taisent enfin et que les Alliés finissent par battre l'Allemagne sur les champs de bataille, l'esprit patriotique français est chauffé à blanc à Strasbourg. Retourné à la France. On va assister en peu de temps à la chute des symboles du pouvoir, et en premier lieu à la statue de Guillaume Ier qui est jetée à terre dès novembre 1918. Il n'est d'ailleurs pas le seul à subir le même sort. Les statues des trois empereurs allemands qui ornaient l'hôtel des postes sont décapitées, tout comme la statue de Germania de la façade du palais universitaire. Et donc on est en train en fait d'ici de faire disparaître toute trace de l'Allemagne, quoi. Exactement. Et qu'est-il arrivé à la Neustadt, construit par les Allemands? Parce que du coup c'est une trace allemande, ça. Eh ben en fait, le quartier a été totalement déconsidéré. Même du point de vue architectural, toute trace de l'Allemagne devait être effacée ou au minimum ignorée. Et forcément, après les destructions, il faut reconstruire. Et pas n'importe quoi. Ces nouveaux monuments doivent tous être à la gloire de la France et exprimer le rattachement de l'Alsace à l'histoire française. Et c'est l'ensemble place Broglie... place Breuil... Ouais, tu peux y aller. Breuil. Breuil. Oui, voilà. Et c'est l'ensemble place Breuil, place impériale qu'on connaît bien maintenant, devenue alors place de la République, qui va servir de symbole à cette volonté française de s'afficher dans toute sa splendeur. Effectivement. Ainsi, la place Breuil se voit dotée de deux monuments supplémentaires. Le monument de la Marseillaise, inauguré le 14 juillet 1922, rappelant que la Marseillaise, contrairement à ce que son nom indique, fut écrite à Strasbourg, et le monument du maréchal Kellermann, inauguré le 1er décembre 1935, vainqueur des Prussiens à Valmy en 1792. Merci, et du coup c'est difficile de faire plus évocateur. Strasbourg et la place Breuil s'inscrivent carrément dans le roman national français. Mais, et de l'autre côté, la place de la République, elle famoso place de pouvoir, que devient-elle? Une place de recueillement avec la construction d'un monument aux morts pour la patrie en 1919, avant que celui-ci ne soit remplacé en 1936 par un autre monument aux morts, qui représente une mère tenant ses deux fils morts à la guerre. Les deux frères se tiennent la main, mais aucun des deux ne porte d'uniforme, et contrairement au monument précédent, on n'y lit pas « à nos morts pour la patrie », mais simplement « à nos morts ». Ah tiens, un changement subtil mais qui est lourd de sens, j'imagine, non? Effectivement. En fait, la raison est assez simple. Durant la Première Guerre mondiale, l'Alsace n'étant pas française mais allemande, et donc les Strasbourgeois étant alors citoyens allemands, une grande majorité de Strasbourgeois font la guerre du côté de l'Allemagne.
Dès lors, c'est assez difficile d'écrire à nos morts pour la patrie, vu qu'en 1914, la patrie, c'était le Deutsche Vaterland. Tu dis ça très bien. Effectivement, ça serait assez moyen, du coup, de... Voilà, hein, t'as compris. Voilà. Mais dis-moi, en parlant de mère patrie germanique, parce que je vais pas m'amuser à le dire en allemand, il n'y a pas un célèbre petit moustachu furieux, là, qui se profile à l'horizon? Oula, oui. Bon, la situation dans laquelle Strasbourg se retrouve à partir de 1940 avec l'arrivée des nazis donna au monument aux morts, probablement plus encore en 1918, toute sa symbolique. L'annexion de fait. Puis le drame... Totalement illégal d'ailleurs. Exactement. Puis le drame des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande à partir de 1942. Obligés de combattre pour une idéologie criminelle sous uniforme allemand alors qu'ils étaient légalement citoyens français. Car on le rappelle, l'annexion de l'Alsace et de la Moselle a eu lieu de facto, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement au droit international. Même en temps de guerre, il y a des règles à respecter et donc, même annexés, les Alsaciens et les Mosellans sont restés citoyens français. Et ils en ont vécu des épreuves, nos Alsaciens et nos Mosellans, durant cette période terrible, n'est-ce pas? Oh oui. Et c'est ce qui va donner toute sa signification au monument aux morts de Strasbourg. Et ça commence dès le début de la guerre, alors que les Allemands sont occupés avec la Pologne, tous les habitants de Strasbourg et tous ceux situés au niveau de la frontière avec l'Allemagne sont évacués dans le sud-ouest de la France. En quelques heures, on vous demande de quitter votre foyer avec une petite valise et vous ignorez même quand est-ce que vous reviendrez. Et ce n'est qu'avec la défaite de la France qu'ils eurent droit de revenir dans leur ville. Autant dire qu'ils se sont jetés droit dans un piège. On a tous en mémoire d'ailleurs ce fameux panneau dans la gare de Strasbourg, en allemand, en écriture gothique, où c'est marqué « Bienvenue dans Strasbourg, ville allemande ». Exactement. Ce fameux panneau, oui. Cette image est très célèbre, malheureusement d'ailleurs, car en 1940 débute l'Entwelschung, ou défrancisation. Il fallait alors effacer toute trace de glorification de la France. Le monument de la Marseillaise est détruit, et la statue du maréchal Kellermann est enlevée de son socle. Pareil pour la statue du général Kléber, dont la dépouille, située sous le monument, est transférée au cimetière militaire de Cronenbourg. Bon, au moins, les nazis ne touchent pas au monument aux morts, mais ils n'eurent aucune pitié pour la synagogue située quai Kléber, pourtant construite durant la période allemande en plus. Elle est brûlée en 1940 et carrément dynamitée en 1941, au cas où il resterait quelque chose. Et si vous trouvez que les Alsaciens et Mosellans ont bien souffert, c'est loin d'être fini. Et effectivement, car en 1942, nouvelle épreuve, c'est l'incorporation de force dans la Wehrmacht des Alsaciens en âge de porter des armes, qui ont dû combattre pour un pays qui n'était pas le leur, au mépris complet du droit international. Et comme si ça ne suffisait pas, Strasbourg doit également subir les bombardements alliés à partir de 1943. La ville est bien moins touchée que les villes comme Dresde, Cologne, Munich ou encore Hambourg, mais ces bombardements font malgré tout plus d'1 millier de victimes et plus de 20% du patrimoine immobilier de Strasbourg disparaît à ce moment-là. Et même après sa libération par la 2e division blindée du général Leclerc, le 23 novembre 1944, on en reparlera tout à l'heure, Strasbourg reste à portée des canons allemands qui occupent encore la rive droite du Rhin. Ce n'est qu'en avril 1945, avec l'arrivée de l'armée française sur la rive allemande du Rhin, que Strasbourg se retrouve enfin à l'abri des bombardements. Alors, après toutes ces épreuves et tous ces drames, s'il y a bien une grande ville de France qui ne souhaite plus jamais ça, comme on le dit, c'est bien Strasbourg, n'est-ce pas Clément? Ah oui, car de tous ces changements, Strasbourg en sort profondément meurtri. Les Strasbourgeois sont harassés par tous ces changements. Il en sort plusieurs générations déboussolés, qui ne savent même plus vers qui se tourner, ni vraiment ce qu'ils sont. Fatigués par tous ces changements de nationalité, c'est l'annexion nazie qui fut l'épreuve de trop. Après la guerre, tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'Allemagne est désormais mal vu, voire carrément méprisé. Et quelle est la trace la plus évidente de l'Allemagne à Strasbourg? Évidemment, le quartier de la Neustadt, qui va en faire les frais. Si les Strasbourgeois avaient déjà un rapport difficile avec le quartier allemand, déjà avant 1918, ça n'était clairement pas arrangé après 1945. Dans les années 1950, une réflexion est même lancée pour éventuellement détruire le palais du Rhin. Carrément. C'est dire. Jusque dans les années 1990, on portait un regard peu flatteur sur l'architecture de l'époque. Tout récemment. Exactement. Et d'ailleurs, on n'évoque même plus la Neustadt qui disparaît du vocabulaire. Ce n'est qu'en 2011 que le maire de Strasbourg, Roland Ries, a pour la première fois employé le terme de Neustadt. 2011. Exactement, c'est très récent. Et d'ailleurs, ce terme même de Neustadt, pour parler du quartier construit durant la période allemande de Strasbourg, fut un temps écarté du dossier de son inscription à l'UNESCO au profit de Strasbourg, une scène urbaine européenne. Tout ça pour éviter une référence allemande, vu que
Neustadt, c'est un mot de langue allemande et que ça risquait d'être mal perçu localement et au niveau national. Mais comme la terminologie a été jugée peu claire, ils furent obligés de revenir au nom de Neustadt. Et oui, nous étions alors en 2017. C'est impressionnant en fait, comme le passé a une marque importante jusqu'actuellement. Jusqu'actuellement, oui. Et justement, c'est marrant que tu parles de Strasbourg comme une scène urbaine européenne, car on va justement voir dans l'épisode 2 à quel point la ville de Strasbourg a vu son visage profondément bouleversé par la construction européenne. Et tout commence par la signature du traité de Londres le 5 mai 1947. C'est ironique quand même, la façon dont un traité signé dans un pays qui a maintenant quitté l'UE a influencé une des 4 capitales de l'Union européenne. Comique. Et oui, car c'est avec la signature du traité de Londres qu'est officialisée la création du Conseil de l'Europe. Mais bon, je vais me taire parce que c'est pour la prochaine vidéo. Oh, je voulais le faire tout de suite. Je comprends, mais t'inquiète pas mon cher Clément, on se retrouve d'ici 2 petites semaines pour continuer de vous faire découvrir l'histoire de Strasbourg au travers de son urbanisme. D'ailleurs, tu veux nous teaser un peu l'épisode 2 ? D'accord. C'est une vidéo très intéressante qui s'annonce, car si Strasbourg est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie avec la construction européenne qui, comme tu l'as dit, a profondément bouleversé le visage de notre chère ville. Et ensuite ? Et ensuite, nous allons parler de l'extension de la ville vers l'est. La presqu'île Malraux, le jardin des Deux Rives, la place de l'Étoile et pour terminer, les monuments de commémoration d'après la Seconde Guerre mondiale. Une vidéo qui s'annonce vraiment passionnante. J'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo avec toi, mon cher Clément. Si cette vidéo a pu se faire, c'est en partie grâce à toi, parce que tu as rédigé le texte. Donc merci à toi. Moi, même si je l'ai adapté ensuite, c'est toi qui as fait le gros boulot. Donc merci à toi. Et donc si l'histoire de l'Alsace vous intéresse, allez très vite jeter un coup d'œil à la chaîne Histoire Alsace. Merci à vous tous d'avoir suivi notre aventure dans les rues de Strasbourg. On espère vous voir nombreux pour l'épisode 2 qui sort dans 2 semaines, si tout va bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne à grandir. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec les Jeunes Européens Strasbourg dans le cadre du projet Lieux de mémoire. Depuis septembre, cette association organise des conférences et des visites autour du thème de la mémoire européenne et notamment franco-allemande. Évidemment, on est à Strasbourg. Vous pouvez retrouver toutes leurs activités sur leur site internet et sur les réseaux sociaux. Merci aussi à la Heinrich Böll Stiftung qui a apporté son soutien financier à la réalisation de cette vidéo. Merci également à la région Grand Est, à la ville de Strasbourg, au Crous de Strasbourg et à l'Université de Strasbourg, à Batorama pour le grand tour en bateau et au Troquet des Kneckels dans lequel on se trouve aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Merci pour leur accueil, un endroit hors du commun que vous pouvez retrouver dans la Grand Rue à Strasbourg. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs qui soutiennent l'émission sur Tipeee ou Utip. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. Et donc, la fameuse tradition, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes parmi les fidèles, parmi les plus fidèles, c'était pas français cette phrase, mais on s'est compris. Et donc, un petit défi, vous allez devoir écrire en commentaire pour prouver que vous êtes arrivé jusqu'ici. Troquet des Kneckels, pêche, plotz et Strauss pourri. On espère vous revoir très vite. Histoire de parler histoire. Bon, on mange? Oui. C'est parti? Ouais. Oh, c'est nul. Salut. Salut. Téléphone. Ah. Allô, Clément? Oui, Baptiste. Clément, ça y est, il est foutu, il cuit. Non, j'ai vu un costume alsacien derrière, c'est pour ça. Ah. Tous ces éléments font qu'à partir du 19e siècle... 18-19e. C'est un nouveau chiffre inventé par Clément. 18-19. Adieu. Ah oui. Et comment les Allemands ont réussi à les convaincre? Oh. Faut pas chercher à savoir ce qui vient de se passer. Et ils en ont vécu des épreuves. Arrête de rire. Hein. Je le vois. Ok. Tu as tout à fait raison. Mais avant de parler des guerres mondiales, car je sais que c'est ça dans Ah, je peux rien te cacher. Ah là là là.